Bonjour à tous et alors ce soir on se retrouve avec Brivael Lepogam, cofondateur d'Argile. Il va nous expliquer ce que c'est, mais c'est surtout le Français qui a cassé X. Tout le monde ne parle que de lui. Elon Musk s'est abonné à son compte. Il est retweeté par Elon Musk. Javier Milei également le suit. Bonjour Brivael, comment ça va après Bah, écoute, cette folie? très très bien. Merci pour l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté. Est-ce que tu peux te présenter, pour que nos auditeurs, sachent, qui tu es et puis surtout ce que fait, Argyle aussi et puis après on parlera de cette petite aventure sur X, ma foi a assez amusante. Ouais, avec plaisir. Du coup, moi, je suis né à Tahiti en 1989. Ensuite, j'ai grandi en France, en Bretagne. Je suis un peu la caricature du geek nerd. J'ai commencé à coder quand j'avais 10-12 ans. Et j'ai fait un jeu vers mes 14-15 ans qui a plutôt bien marché. Et ensuite, j'ai fait des études dans l'informatique, pas du tout les grandes écoles. Je suis parti dans la Silicon Valley en 2012. Puis ensuite, j'ai bossé dans des boîtes tech en France, dans des scale-up et dans des boîtes dans l'intelligence artificielle. Et depuis à peu près 3 ans, je construis Argile, qui est une plateforme qui permet aux créatifs de créer du contenu avec de la vidéo. Donc, essayer de réduire les temps de production dans la vidéo. OK. C'est-à-dire c'est un outil pour les monteurs, la production vidéo? Ou c'est plus large, c'est de la création par IA? C'est quoi exactement? C'est en gros aujourd'hui, ce qui est intéressant avec les modèles vidéo, c'est que c'est encore assez expérimental par rapport à ce qu'on peut faire sur les modèles de texte. On Mmh. commence à toucher du doigt quelque chose de beaucoup plus solide en termes de résultats. Le premier modèle qui commence à être intéressant, c'est Silence 2.0, qui est un modèle de Binance, la maison mère de TikTok. Mmh. Et en fait, dans le futur, là, va se débloquer la capacité de faire du contenu long, donc du contenu intéressant. Donc, c'est pas impossible qu'on commence à voir des épisodes, des films beaucoup plus structurés. Et donc, c'est un peu, pour répondre à ta question, c'est un peu à mi-chemin entre les deux. Dans Mmh. le sens, tu pourrais, par exemple, j'imagine qu'après, tu vas faire du montage, tu pourrais prendre ton podcast, le mettre dans Argile et dire, bah, je veux que tu me fasses 10 shorts avec dedans, tu mets un AI avatar qui présente le truc. Donc, en fait, l'avenir, c'est pas IA ou pas IA, ça va être hybride. Et nous, c'est Ouais. ce qu'on essaye de faire. Ouais. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler puisque c'est le festival de Cannes et on voit que les créateurs ont peur justement de l'IA. Il y a une vraie question autour de l'IA et du cinéma. En ce moment, c'est les balbutiements, mais on comprend très bien le potentiel en fait, de cette machine. Mais avant ça, je voulais qu'on parle de ce qui t'est, arrivé, enfin de ce que tu as provoqué plutôt, puisque tu as, mis un post sur X expliquant que le wokisme était l'héritier de l'école française, Foucault-Deleuze et cetera, repris par ensuite la sphère américaine. Tout ça a ensuite fait écho évidemment à Elon Musk qui a retweeté, ton compte a explosé et tout de suite sont tombées les attaques en France en disant ouais mais c'est pas du jeu, c'est pas vrai parce qu'en fait il a écrit avec de l'IA. Euh, et donc j'aimerais savoir pourquoi tu avais mis ce post d'abord dans un premier temps. Est-ce que c'était un test justement pour voir comment ça fonctionne vu que tu travailles dans l'IA et ensuite un peu ta réaction justement aux réactions de ceux qui t'attaquent sur ce principe de d'écrire avec l'aide de l'IA. Alors, pour donner un peu de contexte, par rapport à ce qu'on fait chez Argile, nous, ce qu'on essaye de résoudre comme problématique, c'est réussir à donner des outils aux gens pour créer du contenu engageant. Donc, en Mmh. fait, en interne, ça fait 3 ans qu'on bosse sur ce sujet, sur c'est quoi le contenu engageant. Et donc, on a tout testé, la science du hook, etc., etc. Et en fait, on en arrive à la conclusion que l'IA est aujourd'hui, et je pense, enfin moi, j'en suis arrivé à des conclusions que l'IA est incapable d'être réellement créative. Ouais. Elle peut cracher quelque chose d'intéressant, mais si ça sonne vrai, ça va être de la chance parce que ça va partir un peu dans un champ des idées qui peut marcher, mais ça restera moyen. Et en fait, Mmh. mon compte Twitter, donc pour le contexte, je l'ai démarré il y a 2 mois et demi et Ouais. j'ai appliqué à la création de contenu ce qu'on fait déjà tous dans le code. Donc, dans le code, tu as deux manières d'utiliser l'IA. C'est soit tu l'utilises comme béquille cognitive, et donc ça ne marche pas parce que tu délègues complètement ton processus cognitif à l'IA. Donc, le truc classique pour un article, c'est dire fais-moi un article sur l'IA, par exemple. Et du coup, bah, ça va prendre des sources moyennes, ça va cracher un truc moyen et ça se voit, ça. La deuxième manière d'utiliser l'IA, c'est ce qu'on appelle le levier cognitif. Et le levier cognitif, c'est quoi? C'est venir avec les idées. Donc en fait, moi, mon process, quand j'utilise Claude ou ChatGPT ou Grok,
Je vais venir avec les idées, les arguments, la structure narrative, des idées de hook, comment connecter les arguments, la conclusion, le message que je veux faire passer, etc. etc. Et en fait, je me sers de l'IA pour décompresser une sorte de vocal extrêmement compressé qui contient tout le signal. Et en fait, l'IA est très très bonne à structurer les idées qu'on lui donne. Et en fait, mon compte Twitter, donc pour le contexte, avant que mon compte explose ce week-end, j'étais déjà à 60 000 abonnés. Donc, Ouais. il est monté de manière progressive et je me suis fait retweeter par Elon Musk. Je crois Avant, que hein. ouais, Ouais. c'était la 8e fois qu'il me retweetait. Mmh. Et je parle de plein de sujets. En fait, c'est des sujets qui m'intéressent. Je parle des sujets économiques, philosophiques, politiques, parce que enfin, moi, j'ai un background de tech à la base. J'ai beaucoup poncé, entre guillemets, la construction d'intelligence artificielle, d'applications, Mmh. etc. Et depuis 4-5 ans, je m'intéresse beaucoup à des sujets connexes, parce que vu que j'entreprends, je pense que comprendre les humains, c'est important. Et du coup, je partage ça en parallèle sur X, quoi. Donc voilà. Donc c'est une réflexion que tu as, mais c'est aussi une pratique de voir comment fonctionne cette IA qui permet d'aller plus vite, hein, d'une certaine façon, c'est-à-dire d'articuler la pensée. Et ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on prend un peu les choses à l'envers en disant que l'IA est un danger cognitif parce que de facto, la plupart des gens qui vont utiliser l'IA vont le faire sans réfléchir, en disant pour moi un exposé sur la place des États-Unis dans la politique internationale depuis 1950, sans avoir les références. Les questionnements qui feraient que ce serait un travail utile. Est-ce que c'est un peu ça le problème aujourd'hui, c'est l'absence de culture par rapport à l'utilisation de l'IA? Exactement. Il y a un truc où c'est extrêmement parlant. Sur le code, par exemple, il y a ce concept il n'y a plus besoin d'ingénieur, le code est craqué. Effectivement, tu n'as plus aucun ingénieur qui écrit du code à la main. Par contre, un ingénieur qui ne maîtrise pas la base, Mmh. qui ne va pas maîtriser, donc dans l'informatique, il y a ce qu'on appelle les algorithmes et les data structures, c'est un peu le socle, et après, il y a toute la science de l'informatique à apprendre. Et en fait, quelqu'un qui ne va pas maîtriser ça, il va pouvoir vibe coder, ce qu'on appelle le vibe coding, donc c'est coder en parlant. Il va pouvoir le faire, mais il va vite avoir un mur. Et en fait, je pense que c'est vrai sur toutes les disciplines. Ça veut dire que l'IA est un formidable levier pour n'importe quelle discipline. Par contre, il faut respecter cette discipline. Et je pense que, tu vois, sur du storytelling, un romancier, par exemple, je sais qu'il y a un romancier assez connu en science-fiction là, récemment qui disait qu'il développait ses personnages avec Claude. Et je pense qu'un romancier qui est bon, qui maîtrise l'art du storytelling, les arcs narratifs, la création de personnages, en fait, si ce romancier-là, c'est un 10 sur 10, l'IA lui donne un levier, ça devient un 100, en fait. Et en fait, le vrai sujet, c'est comment tu l'utilises. Et je pense on rentre dans un monde où il y a les gens, effectivement, qui vont déléguer leurs pensées et qui ne vont pas respecter les disciplines. Et ça, c'est, à mon avis, c'est une mort lente cognitive. Et ceux qui s'en servent d'une manière effective. Et la manière effective, c'est de se dire, OK, j'ai besoin je veux devenir bon en création de contenu, je veux devenir bon en code. OK, c'est quoi les étapes en amont? Donc, effectivement, plus personne n'écrit du code. Plus personne dans le futur, je pense, écrira ses articles à la main. Par contre, pour vraiment produire de la qualité, il faut maîtriser les idées, maîtriser les concepts et du coup amener le signal. Et je trouve ça assez intéressant parce que pour moi, c'est un révélateur de vide, en fait. Ouais, c'est-à-dire, oui, tu vois la qualité des contenus entre ceux qui pompent de l'IA sans réfléchir et puis là où c'est quasiment indécelable, indétectable et où ça apporte quelque chose au débat. Et c'est vrai que j'ai l'impression que malheureusement en France, la première réflexion, c'est de dire il faut pas y toucher, c'est le mal absolu, ça va nous rendre débiles. Enfin, j'ai vu par exemple la réaction de Raphaël Grabli, hein, qui est journaliste tech à BFM, qui a dit ouais, moi aussi je peux le faire, je vais faire un prompt et je vais lui dire dis-moi que l'école de Foucault a fait le wokisme, regarde, bien joué, en se moquant, sans comprendre ce que ça voulait dire derrière. C'est quand même assez tragique de voir qu'un journaliste spécialisé justement dans la tech ait cette vision-là de l'IA. C'est assez triste en fait. Je vais te citer une phrase. Il y a un penseur dans la Silicon Valley qui est très connu qui s'appelle Naval Ravikant. Mmh. Je conseille à ton audience d'aller voir parce que c'est un peu devenu un peu le philosophe de la Silicon Valley. Il est extrêmement bon. Et récemment, il a fait une sortie. Il fait souvent des threads qui sont repartagés par toute la Silicon Valley. Et il y a un tweet qu'il a fait, c'est dans le futur, there is no demand for average. Il n'y aura pas de demande pour la moyenne. Et Mmh. moi, ma thèse, en fait,
Si on prend le code, par exemple, je constate empiriquement que tous les bons développeurs, ceux qui sont vraiment passionnés par la discipline, sont méga excités. Ont pris l'outil depuis 3 ans, s'en servent tous les jours, apprennent avec, produisent beaucoup plus vite, etc., etc. Et ce que je constate, c'est que dès que la personne est moyenne, du coup avait quand même un job parce qu'il y avait de la demande pour la moyenne, ces gens-là deviennent extrêmement réfractaires et rejettent. Et en fait, j'en arrive à une conclusion. Enfin, moi, dès que je vois quelqu'un qui rejette l'IA, je pense que cette personne-là était dans un job où, en fait, elle sait qu'elle n'est pas fondamentalement excellente. Et consciemment ou inconsciemment, en fait, elle est en train de se rendre compte de sa propre obsolescence. Et je Ouais. pense qu'on rentre dans un monde où la personne qui n'est pas passionnée et du coup ne devient pas bonne. Et je pense qu'on peut tous trouver, on peut tous avoir sa zone de génie. Et je pense que bah, ça va être un vrai révélateur de médiocrité dans le futur. Et ouais, c'est une blessure, genre, pour reprendre la phrase de Laurent Alexandre, c'est une blessure narcissique extrêmement profonde parce que Ouais. quelqu'un qui avait son petit monopole, il est en train de le perdre. Ouais, moi je vois ça particulièrement dans la presse, hein. Les médias traditionnels vont avoir beaucoup de mal à tenir leurs rédactions qui coûtent très cher, qui sont déjà déficitaires depuis des années. Quand on voit comment, en entraînant une IA suffisamment bien, on peut avoir une salle de rédac, excellente, très spécialisée en plus, hein, sur des verticales, plutôt que de payer, voilà des journalistes qui, alors il faut garder évidemment ce côté humain et sans doute pour l'enquête et pour, toute une partie. Bien sûr, je dis pas qu'il faut, tout enlever, mais quand on voit les 80% de bâtonnage, hein, de dépêches AFP réécrites, et cetera, c'est sûr qu'avec l'IA, il y a 80% des rédactions qui vont disparaître et ils le savent très bien et je pense qu'il y a un peu de cette angoisse-là, je pense, qui arrive, et qui se fait là. Alors justement, toi, tu as montré ça, en disant: «Moi, je suis là pour, animer le débat», ça a très bien pris, et derrière ces réactions de jalousie, en fait, il y a quand même un truc qui fait que pourquoi les gens ne font pas la même chose? Est-ce que c'est par manque de savoir-faire? Est-ce que c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne X? Enfin, quand on entend le narratif en France, hein, X, c'est le réseau d'extrême droite d'Elon Musk, ce suprémaciste fou, voilà, qui veut nous emmener vers le chaos. Évidemment que beaucoup de Français qui sont abreuvés aux médias mainstream vont se dire: «Bon, bah, c'est débile, ça sert à rien», et cetera. Toi, comment tu vois l'utilisation de cette plateforme? Puisque c'est assez loin de tes activités en réalité, tu aurais pas besoin d'avoir X, si ce n'est pour animer le débat et t'amuser. Mais, quelle est l'utilité de la plateforme, à tes yeux? Alors, premier point, j'aimerais revenir sur, donc là, sur le tweet qui est parti en viral, j'ai fait à peu près 70 millions de vues et j'ai à peu près 20% de Français. OK. J'ai l'intégralité des posts à charge de ces 2 derniers jours sont en français. Moi, je vais te donner une anecdote. Je suis parti dans la Silicon Valley en 2012, C'est parce que fou. j'avais toujours été attiré par la Silicon Valley. J'y suis parti en 2012 et en fait, quand tu arrives là-bas, tu prends une première claque, tu as l'impression que, évidemment, ça reste un monde, il y a de la diversité dans les opinions, et cetera, mais tu sens qu'il y a un truc qui est radicalement différent. C'est, la liberté d'être et le respect du «il pense pas comme moi, mais je vais pas l'attaquer ad hominem, chacun est libre de penser ce qu'il veut» et le fameux, jeu à somme nulle versus jeu à somme infinie. Et en fait, donc j'ai passé et j'ai mis du temps à un peu m'imprégner de ça. Et une fois que tu as pris ce truc-là, il y a un concept dans la Silicon Valley qui s'appelle le pay it forward. Le pay it Mmh. forward, c'est quoi? C'est être ton prochain sans être transactionnel dans le moment. Alors qu'en France, on est très transactionnel. C'est je te donne un service, tu dois me le rendre le service. Et je trouve que la scène parisienne incarne ça. Et on ne sait pas aider les gens juste pour rendre service comme ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand je suis rentré en France, j'ai pris la claque dans l'autre sens. Et en fait, pour moi, les signaux sur X, c'est culturellement, on a quelque chose de cassé en France qui est, un, le rapport au succès, deux, le rapport à l'argent. Et on est dans une culture, je ne sais pas ce qui s'est passé ces 300 dernières années, mais littéralement, à chaque fois que quelqu'un s'élève, que ce soit de la manière douce ou pas, tu auras toujours des gens, et je pense que c'est profondément culturel, pour critiquer, parce qu'on a vraiment un esprit de jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si cette personne la gagne, moi je suis en train de perdre, et du coup, bah, je vais pigner. Et en fait,
moi, je comprends parfaitement pourquoi ces gens font ça. C'est culturel. Et en fait, il suffit de voir la moindre personne qui réussit. Tu as forcément des haters. Et je pense qu'en France, c'est particulièrement ancré. Et du coup, ouais, pour répondre à ta deuxième question, je pense que par contre, en fait, X, c'est intéressant pour notre boîte parce que je pense que aujourd'hui, quand tu crées une startup dans la tech, si tu n'as pas de personal brand attaché, la majorité des startups qui fonctionnent bien dans la tech aujourd'hui, il y a à un moment donné le fondateur qui est visible. Et je le fais en partie pour ça. Enfin, moi, mon focus, c'est 90% Argile et après 10% mes posts sur Oui, X, c'est un hobby. oui, c'est ça. Et ça me fait marrer. Mais je trouve, j'adore taper dans la fourmilière et je continuerai à le faire. Et le truc, c'est que là, on est au tout début de la boîte et on n'est pas parti Ouais. en exponentiel. Quand on va partir en exponentiel, ça va vraiment, vraiment me faire plaisir de montrer de montrer à cet écosystème que, mais arrêtez d'être con sur l'argent, arrêtez d'être con sur le succès. Parce qu'en Ouais. fait, en fait, on n'a pas de croissance en France parce qu'on a cet esprit-là. Et si les Mmh. gens étaient contents enfin, tu vois, même moi, voir mon adversaire, tu vois, typiquement, récemment, il y a eu un post sur Hugo Décrypte, Hugo Décrypte serait millionnaire. Et tu vois, Ouais. je trouvais ce post-là, j'ai fait un react en disant, mais donc on est en train de se poser la question si un YouTuber qui a plus d'un million d'abonnés est millionnaire. Mais bien entendu qu'il est millionnaire, il faut Bah, le célébrer. oui, heureusement, Et qu'il ouais. fasse du chiffre d'affaires, et il paiera des impôts, c'est très bien. Et en fait, en France, rien que le fait qu'on se dise il est millionnaire, ça y est, il a commis le péché. Et, tu vois, moi, Mais ça me fascine mais vraiment. c'est même l'angle d'attaque parfois sur Mélenchon en disant: «Ouais, mais il est millionnaire Mélenchon», puisqu'il a sa Ah ouais. carrière de député, voilà. Bah, Alors avec l'argent public, tu vas me dire, mais bon, n'empêche que voilà, il a sa carrière derrière lui, mais même là, on attaque, quoi. Donc mm. c'est partout, tout le temps. Mais c'est vrai que, enfin, pourquoi cette haine, enfin cette jalousie, je sais pas comment on appelle ça, de la réussite? Et tu le dis, même dans le milieu de la tech, c'est-à-dire, c'est pas seulement ceux qui regardent ça de loin, les haters sur X, bon, les PNJ, on les connaît tous. Tu veux dire aussi dans ce milieu-là, il y a ce côté un peu, on est gêné, faut pas trop montrer. J'avais posé la question à Luc Ferry. Quand Milei commençait à bien marcher, je lui avais posé Mmh. une question. Je lui ai posé la question à Luc Ferry, est-ce que la France pourrait avoir son tournant libéral? Il m'avait Ouais. répondu quelque chose qui m'avait marqué. Il m'avait dit la France est viscéralement opposée au libéralisme et en fait c'est ancré dans la révolution de 1789. Mais Et c'est je sais n'importe quoi! et bah, il m'avait cité un passage de truc qui dit en fait on est contre la société civile. Du coup, qui déroule sur on n'aime pas le libéralisme. C'est son interprétation, mais en tout cas, Mmh. fort de constater que empiriquement, évidemment c'est son interprétation, mais Ouais. empiriquement, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on a. Ce qui est assez drôle, c'est on va rentrer dans un monde dans l'IA là où Mmh. on va pouvoir avoir l'abondance. Dans la Silicon Valley, tout le monde parle d'abondance parce que on a craquer l'intelligence. Les gens enfin, il y a beaucoup d'espoir que l'énergie ce soit pareil. Il y a plein d'espoir sur la fusion, et en fait, une fois que tu as les deux, en France, on pourrait être complètement bloqué par ce rapport au fait de faire des choses et au fait d'avoir du succès. Si on veut avoir de la croissance, il va falloir casser un peu ce truc-là. Tu vois, qu'on soit de gauche ou de droite, il y a un truc qui est littéralement cassé dans l'esprit français sur le rapport au fait à la création de richesse. Et on est dans un pays, c'est pour ça qu'il y a plus Ouais. de croissance. Et je trouve ça vraiment dommage. Moi, ça me rend triste parce qu'au final, c'est pas comme ça qu'on grandit, quoi. Bah, non, mais alors justement, il y a la France qui a un problème, mais il y a aussi l'Union européenne qui peut avoir, un problème parce que, là, on sait que tu disais, voilà, il y a 2 trucs à craquer, l'intelligence et la source d'énergie, et là, l'Union européenne est en train de faire en sorte que le nucléaire ne soit pas reconnu comme énergie propre dans, l'énergie qui pourrait être amenée au data center. Donc là, c'est vraiment se tirer dans le pied pour, éviter de rentrer dans la compétition ou saboter d'emblée ce qui pourrait être la compétition. On avait parlé aussi avec Seb Gouspilou, déjà l'accueil du mining en France, alors qu'on avait toutes les capacités pour le faire, qui avaient été reçues de manière catastrophique. Il y a vraiment un problème de mindset étatiste, enfin d'état d'esprit, de dire non seulement en France, mais en Europe, il faut d'abord mettre des règles, il faut d'abord empêcher avant de laisser les gens faire. En gros, pour moi, il y a une vidéo à regarder qui pour moi est encore d'actualité, elle date de 1984. C'était une vidéo de Steve Jobs qui était donc peu avant ça. Mitterrand avait été le rencontrer à la Silicon Valley, il avait 29 ans.
Et la journaliste lui pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait à la France et à l'Europe pour être compétitifs sur le logiciel? Et il pose un constat qui est encore vrai. Pas, ça a changé, mais c'est encore très ancré. Déjà, il dit il faut des milliers de startups fondées par des entrepreneurs et des étudiants brillants. Il ne faut pas que ce soit l'État qui finance ça, il faut que ce soit financé par le privé, parce qu'en fait, ce n'est pas à l'État de financer les startups en early, mais plutôt dans une phase secondaire. Mmh. Et donc, en gros, il dépeint un petit peu le système de la Silicon Valley qui a un logiciel différent. Et ensuite, il parle d'un sujet extrêmement intéressant. Il dit en Europe, vous avez un très très bon niveau académique. Sincèrement, pour avoir côtoyé les deux côtés, pour avoir recruté des polytechniciens, des mecs qui ont fait les grandes écoles françaises, etc., et avoir côtoyé des gens qui ont fait les équivalents dans la Silicon Valley comme Stanford, le niveau en mathématiques des mecs qui sortent de Polytechnique et Normal Sup, il est très très bon. Et il dit en fait, donc vous avez un bon niveau, le seul problème, c'est l'application concrète et la prise de risque. Donc il dit, il y a un facteur culturel en Europe, c'est que vu que vous avez une aversion au risque qui est mal placée, en fait, vous prenez aucun risque. Et vous prenez aucun risque parce que si vous plantez votre boîte, donc c'est moins vrai aujourd'hui, mais je pense que c'est encore, il y a encore une inertie là-dessus. Il dit si vous plantez votre boîte, en fait, ça vous suit pour le restant de votre vie et si vous êtes fiché Banque de France, et c'est impossible de faire. Et en fait, il dit nous dans la Silicon Valley, on passe notre temps à se planter. Et en fait, les stats, un processus en fait, créer une startup, c'est comme faire une musique, un film. Tout processus créatif, il y a 10% qui va marcher. Et du coup, vu que nous, en Europe, on ne veut pas prendre de risques, on croit encore que, en fait, on peut avoir un fonds, peut avoir 80 ou 90% de retour. Non, c'est faux. C'est le monde du VC, c'est 10% des boîtes qui font 100% du retour et 1% qui vont vraiment faire le retour. Et en fait, pour comprendre ça, il faut comprendre ce que c'est une startup. Et en fait, pour moi, en Europe, on a loupé le coche ces 30 dernières années. Je pense qu'en fait, les bureaucrates, ceux qui font les lois, je pense qu'ils ne sont pas en train de se dire on est en train de toxifier l'écosystème. Je pense qu'individuellement, ils ont l'impression de faire le bien. Je pense que le mal émerge naturellement. Évidemment, c'est un spectre. Il y a des mecs un peu plus... Non, c'est vrai. Mais je vais te raconter. Moi, j'ai travaillé pour EIT Digital, EIT Digital, qui était donc une émanation de la Commission européenne pour aider les startups à devenir des scale-up et rester en Europe avec des fonds européens. Le truc était donc avec un temps de retard, puisqu'ils se rendaient compte que la plupart des fondateurs de startups qui réussissaient passaient très vite à la case « je vends » à une major américaine et on n'en parle plus, ou allaient directement sur le marché américain chercher de l'argent. C'est pas un programme qui a été pérennisé, c'est pas un truc qui a forcément bien marché, et on était sur un écosystème qui était du coup aidé, mais je pense pas que ça faisait la différence. Et ça, c'est typiquement en fait le type de réaction qu'on a du côté bureaucrate, c'est-à-dire on veut faire quelque chose de bien, ça va coûter quand même ça coûte un pognon de dingue et ça marche pas, comme dirait Macron. Et ça, c'est typique, quoi. C'est-à-dire, on fait ça plutôt que de faire de la commande publique, de dire on va pérenniser, on va dire maintenant, si on a besoin d'IA, de quoi que ce soit, on va d'abord favoriser l'entreprise française ou européenne pour les européistes convaincus. Voilà, ça me paraît aussi simple que ça. Sauf que l'Europe, ça a été un Eldorado pour les GAFAM pendant 20 ans. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que je pense que les Américains sont des joueurs et dans le sens, s'ils peuvent gagner, ils vont gagner. Et en fait, il y a une narrative qui me dérange. Dès que je croise des entrepreneurs français qui n'ont pas vécu aux US, ils se mettent dans une position de victime en disant « Ah, les méchants américains, blablabla, blablabla. » Je pense qu'en fait, les responsables, on est responsable de notre situation. Et tant qu'on n'acceptera pas qu'en fait, on fait de la merde, on n'évoluera pas, parce que si on continue à se dire que le méchant américain nous a colonisés, en fait, on va pas faire notre propre mea culpa en disant ok, en fait, on a juste designé quelque chose qui est dysfonctionnel. Je pense que dans la construction européenne, il n'y a pas tout acheté. Je pense que tu vois un marché commun avec une fiscalité alignée, ça pourrait marcher. Par contre, les normes, en fait, typiquement, tu vois, pour te prendre un sujet que je connais bien, RGPD et AI Act. Le RGPD, je pense que ça part d'une bonne intention. Je pense que les gens qui ont pensé ça se disent faut protéger les gens, et c'est bien. Par contre, la manière dont ça a été construit, ça a littéralement favorisé les big tech. Et
Je pense que in fine, ça ne protège pas les gens pour la simple et bonne raison que, on l'a vu d'ailleurs récemment là avec toutes les fuites de données qu'il y a, c'est qu'on crée des dispositifs, bureaucratiques où en fait, il suffit de, montrer patte blanche, payer 2-3 consultants. Du coup, ça crée des jobs intermédiaires qui ne sont pas de la création de valeur, c'est du vampirisme. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les boîtes sont pas spécialement protégées, mais vu qu'elles ont le tampon RGPD, on a l'impression qu'elles sont protégées. Et résultat des courses, on l'a vu là ces 2-3 derniers mois, il y a plein de fuites de données. Parce que fondamentalement, on a créé un mécanisme qui partait d'une bonne intention, mais qui est dysfonctionnel. Et sur l'IAC, c'est pareil. Et du coup, c'est ça qui est frustrant avec l'Europe, c'est que on pourrait avoir quelque chose de fonctionnel, mais vu qu'on n'accepte pas d'être dans l'itération et de se dire, OK, on teste un truc, ça marche, on continue, ça marche pas, on enlève. Ben, en fait, quand ça marche pas, on double down. Et je pense que on peut résumer l'Europe à ça, quoi. Ça et le côté étatiste, ultra centralisateur, enfin, tu vois, à peine ils font un truc pour vérifier l'âge, c'est pourri, c'est craqué en 2 secondes par n'importe qui, et tout est comme ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tu dis qu'on est responsable de la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire de vassalisation numérique, parce qu'on n'a pas su à temps mettre en place les conditions. Mais il faut voir qui était à la manœuvre. C'est-à-dire qu'on a eu Thierry Breton qui était dans l'écosystème, qui a été ensuite commissaire européen. On récompense finalement les échecs. Tu disais qu'on sanctionne les échecs, pas tous. C'est-à-dire que quand tu es énarque, quand tu es au bon endroit, ton échec vaut promotion. Et c'est peut-être ça le problème aussi, hein, cette caste de technocrates qui sont formés à faire de la réglementation, qui ont été des mauvais gestionnaires d'entreprise et qui pourtant sont toujours là. Il y a un truc qui m'a frappé, moi, aux États-Unis, c'est que dans les boîtes, donc tout n'est pas parfait aux États-Unis, mais il y a un truc qui est quand même beaucoup plus sain, c'est le rapport à la compétence. Ça veut dire que si vous allez chez Google, chez Oracle, j'ai un ami, le mec, il est parti de France. D'ailleurs, on a un point en commun, c'est qu'il a pas fait les grandes écoles non plus. Il est parti dans la Silicon Valley et après, il a fait le grand chelem. Il a fait Microsoft, Amazon, Oracle et maintenant, je crois qu'il est à 1 ou 2 niveaux en dessous de Larry Ellison et c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Et en fait, aux US, si tu es bon, comme dans un jeu vidéo, si tu es bon, tu montes. Et si tu es médiocre, tu vas pas tenir parce qu'en fait, tu vas sortir du système ou tu vas devoir retourner bosser. Et en fait, ça se voit par exemple dans les CEO des Big Tech aujourd'hui. C'est que tu prends Sundar Pichai, Satya Nadella, c'est que des anciens employés qui sont montés, qui sont réellement compétents. Et en fait, je pense que tu as pointé du doigt le truc. C'est que, déjà, pour moi, il y a 2 problèmes. C'est on met des gens qui ne sont pas des ingénieurs et des créateurs du système. Je pense que, in fine, créer des systèmes étatiques, c'est de la data, c'est des systèmes. Et en fait, vu qu'on a confié ça à des gens qui sont des littéraires, c'est dysfonctionnel. Ouais. Je pense qu'il faudrait qu'on ait... Je dis pas qu'il faut pas avoir un background littéraire, mais je pense que mettre des ingénieurs, et je pense que le cas chinois est parfait. Si on regarde, tu regardes la team du Politburo, c'est tous des physiciens, des ingénieurs. Nous, on a des littéraires qui savent très très bien manier la langue, mais dès qu'on parle de données, de systèmes, ça c'est un truc de techos, c'est un truc de geek. Et en fait, la réalité, c'est que les gens qui créent la valeur dans le monde aujourd'hui et toutes les boîtes qui aujourd'hui sont en train de réécrire les règles de l'Occident, les fondateurs, c'est des ingénieurs. Elon Musk, c'est un ingénieur. Larry Page, c'est un ingénieur. Ils sont tous ingénieurs. Et je pense que fondamentalement, tu as parfaitement résumé le truc. C'est 1, on ne punit pas l'incompétence. Et de 2, on donne les clés de la maison à des gens qui ne sont pas des ingénieurs et des system thinkers. Ouais. Ça peut pas marcher, évidemment. Il y a autre chose où tu disais finalement, t'attaques pas toi par exemple l'imposition, le système aussi qui fait que peut-être les boîtes ont du mal à créer de la valeur parce que il y a trop d'impôts. Tu dis non, c'est bien, plus on crée de la valeur, plus on est millionnaire, plus on paye des impôts. Aujourd'hui, tu es en France, tu comptes y rester ou t'envisages de partir? Comment tu vois cet avenir européen et français? Pour moi, on a un taux d'imposition en France qui est absurde. Pour moi, je regardais une stat là, récemment, donc c'est 57% du PIB, c'est de l'État. Je crois qu'à la chute de l'URSS,
c'était aux alentours des 40-45%. Donc, C'est ça, ouais. littéralement, on est dans un pays communiste où il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu vois, je suis quelqu'un de pragmatique. Si je sortais dehors, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne. Donc, empiriquement, c'est pour ça que moi, je me suis intéressé à l'économie. J'essaye de tendre vers des systèmes qui fonctionnent. Et je pense qu'en fait, si on veut repartir sur les bons rails, au bout d'un moment, il va falloir faire dégrossir ce mammouth. Et le truc, c'est sur les startups, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait pour combler entre guillemets le coût du travail qui est trop haut? C'est qu'il y a plein de mécanismes de rattrapage, la BPI, le CIR, etc. Donc tu retombes sur des fiscalités intéressantes. Mais moi personnellement, donc vu qu'on a fait Y Combinator il y a 2 ans. Donc pour le contexte, Y Combinator, c'est l'accélérateur. Donc c'est un accélérateur de start-up basé à San Francisco qui est considéré comme un peu le Harvard des entrepreneurs. Et donc c'est un programme de 3 mois où pendant 3 mois tu construis ton produit et au bout des 3 mois tu vas pitcher devant des investisseurs et tu lèves des fonds. Et en gros, YC t'impose d'avoir ta boîte aux US. Donc nous, là aujourd'hui, on a tous nos employés en France. On a 12 employés aujourd'hui, on crée le produit à Paris. Mais notre marché, aujourd'hui, on a plus de 50% de nos clients qui sont aux US. On a des clients dans le monde entier. Et on considère la France comme un marché secondaire. Parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui a envie de jouer en première ligue, il ne joue pas en France. En fait, tu es dans un écosystème toxique. Ça pourrait être, je pense que ça pourrait changer. Il faut changer les règles. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, c'est soit tu te dis... soit tu dis ok, bon j'accepte de jouer en CFA2, j'accepte de gagner 10% de ce que mon concurrent américain va gagner, soit je trouve un moyen d'être couplé à la puissance du marché américain. Et du coup, c'est pour ça que nous on a notre boîte basée, on a le HQ aux US et une filiale en France. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, et je pense qu'à moyen long terme, si je dois aider la France, et je le fais par plein de manières, je pense que je préfère créer de la valeur à l'étranger et après potentiellement aider la France quand il y aura besoin, que plutôt de me dire je vais rester dans le Titanic et couler avec, quoi. Donc j'essaie d'avoir une position un peu anti-fragile. Donc aujourd'hui, tu es entre deux mondes, c'est-à-dire d'un côté et de l'autre. Tu n'as pas à faire le choix réellement, puisque tu as cette capacité à être à la fois sur le marché US et à la fois en France, c'est ça? Oui, après, personnellement, je suis encore fiscalement en France, vu qu'on est encore dans une phase extrêmement précoce de la boîte. J'ai pas de sujet fiscal me concernant. Mais c'est vrai que si demain je me rends compte, parce que moi j'ai une philosophie, c'est que je pense que les entrepreneurs couplés à de la vraie création de valeur, donc pas du capitalisme de connivence, sont bien plus habiles pour allouer le capital. Et on le voit, je pense que la personne qui incarne ça, c'est Elon Musk. Je pense que Elon Musk, sur l'allocation de capital, d'ailleurs, il avait retweeté, il y a 2 semaines, il avait retweeté un post où je décrivais un peu. Il avait fait une interview il y a quelques années où il disait passer un certain niveau d'argent, passer les 50 millions de dollars, tout n'est que allocation de capital. Donc, une fois que tu as eu ton yacht, ton jet, la question, c'est comment tu alloues le capital. Et l'allocation de capital, en tant que société, il faut juste décider, est-ce qu'on considère qu'un bureaucrate qui n'a jamais créé de valeur de sa vie, qui n'a pas sa peau en jeu financière, est plus à même d'allouer le capital, ou est-ce qu'on considère que les entrepreneurs sont plus à même d'allouer le capital? C'est en substance ce qu'a dit Javier Milei à Davos. Et fondamentalement, moi, je pense qu'une société saine, c'est une société avec une fiscalité intéressante, donc évidemment pour avoir des systèmes qui fonctionnent, mais où l'entrepreneur est le vrai créateur de valeur. Et quand je dis entrepreneur, je considère que l'artisan, l'artiste, le youtubeur, ce que tu fais, c'est de l'entrepreneuriat. Et je pense que quelqu'un qui gagne sa vie en faisant ça allouera mieux le capital qu'une commission X ou Y qui va savoir comment orienter des budgets, quoi. Donc c'est un peu ça ma vision du monde. Ouais, mais justement, alors, c'est à l'inverse de ce qui se passe en France. Tu le disais, hein, on a un taux de confiscation énorme, et puis un État obèse, hein, qui n'arrive pas d'ailleurs à réduire la dépense, et ça ne fait que continuer. C'est-à-dire que, même quand Macron arrive avec sa promesse, hein, la Startup Nation et cetera, on voit que tout ça, c'était du vent, qu'il n'a rien changé, qu'il a au contraire étatisé encore davantage. Maintenant, son programme, c'est la censure de X, en France, en Europe même, pour assurer
la suite en 2027. C'est un peu déprimant de se dire, mais comment faire pour sortir de la main des énarques et rendre ce pays justement aux forces vives, à ceux qui créent de la valeur, en disant, ben, on peut faire autrement. Est-ce que toi, tu penses, parce que tu cites Elon Musk, Ravi Milei, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il manque une offre politique justement pour les créateurs de valeur, la petite entreprise, au-delà de la start-up, hein, simplement dire on doit changer les choses et pour ça il faut clairement avoir un autre mode de pensée parce que quel que soit le parti, c'est la même chose. Moi, j'ai été extrêmement déçu d'Emmanuel Macron, pour le coup, en 2017. Je pense que d'ailleurs, il a dupé l'intégralité des entrepreneurs et faut Ouais. rendre à César, il est très très bon pour avoir fait ça. Je sais pas si, parce qu'il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'inertie du système est telle que tu mets quelqu'un qui n'a pas un courage politique fort, il va refaire plus d'État. Parce que tu as pas un État profond, mais l'inertie de l'État et les systèmes, etc., c'est que pour prendre le virage, il faut être courageux. Je vais te citer une phrase de donc, Gary Tan, qui est le président de Y Combinator. Quand tu arrives à Y Combinator, il y a un petit pitch et généralement, donc, en fait, tout le monde donne ses leçons de vie. Il y a une leçon de vie de Gary Tan qui m'a marqué. Donc, pour le contexte, Gary Tan, c'est quelqu'un ses parents étaient émigrés en Chine, il a grandi à la Silicon Valley, il a fait Stanford, il a un parcours assez chaotique et aujourd'hui, son objectif, c'est de refaire de San Francisco une ville agréable parce que San Francisco, c'est une catastrophe. Il y a des zombies qui marchent dans la rue, c'est toutes les salles. Pourtant, il y a de l'argent, mais on a exactement les mêmes problèmes. Enfin, c'est les problèmes de Paris en plus grave encore parce que c'est les US. Et en gros, Gary Tan, sa leçon de vie, c'est sa première boîte. C'est quelqu'un fondamentalement gentil, un good guy. Et en fait, il a fait l'erreur avec ses employés de ne jamais leur dire les vérités qui font mal. Les vérités qui font mal pour faire grandir les gens. Donc, et généralement, c'est pour maximiser le court terme, la bonne relation avec ses employés. Il a préféré ne pas dire à ses employés, bah, là, tu merdes un peu, là, tu pourrais faire mieux, etc., etc. Et en fait, sa leçon, c'est que donc, quelques années après, ses employés lui ont dit « T'es le pire manager que j'ai eu de ma vie ». Et en fait, je pense qu'un Emmanuel Macron, vu que c'est quelqu'un qui a envie d'être aimé, je pense que, tu vois, on le voit quand il va en Chine, ou quand, je pense que fondamentalement, ce type a envie d'être aimé des gens. Et ma thèse là-dessus, c'est que quand tu as envie d'être aimé des gens dans le présent, en fait, tu vas prendre que des décisions de merde, parce que pour être aimé des gens à long terme, faut être accepté d'être détesté des gens dans le présent. Et en fait, c'est un curseur. C'est soit tu maximises le court terme, donc ça fait la politique d'Emmanuel Macron, soit tu maximises le long terme. Et en fait, pour maximiser le long terme, il faudra dire au bout d'un moment, bah, notre système, il marche pas. Il va falloir dégrossir le mammouth. Effectivement, il y a des gens qui vont devoir réapprendre des compétences, etc., etc. Mais on va tout faire pour que ça fonctionne. Et il faudra un certain courage politique. Donc, je pense que c'est ma vision de la politique actuelle et pourquoi en fait Macron a dupé tout le monde. Je pense pas que c'est un. Je pense vraiment qu'il voulait faire ça et il a dû se rendre compte que c'est pas possible. Oui, mais du coup, c'est clairement la réforme des retraites, etc. On voit que ça patine, que c'est impossible de changer aujourd'hui, hein, et pourtant tous essayent et veulent changer les choses. Mais il y a un vrai problème sur évidemment l'imposition, la redistribution de richesse, mais surtout la croissance. Macron n'a fait qu'endetter finalement comme les autres, voire pire que les autres en réalité, hein. Et pour ce qui est d'être aimé, bon, bah, il repassera. Je ne crois pas que ce soit le cas des Français. En tout cas, il y a un vrai problème, comme tu le disais, structurel. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des solutions? Enfin, toi, par exemple, l'idée, c'était aussi de parler de cette réussite, hein, sur X. C'est un hobby, mais c'est quand même marrant. Est-ce qu'il y a un tuto? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour dire, bah, écoutez, c'est un algorithme, c'est une plateforme, c'est pas le mal incarné, on joue avec, ça s'utilise. Quelques conseils que tu auras à donner là à ceux qui nous écoutent, qui voudraient développer leur compte X, par exemple? Alors, moi, ma ligne, pour le contexte, vu que donc j'ai commencé à coder quand j'avais 12-13 ans, j'ai beaucoup bossé dans la tech et je m'intéresse vraiment, je suis extrêmement curieux et je suis assez polymathe dans l'approche. Je suis assez curieux de tout. Et en fait, aujourd'hui, mon compte X, c'est un peu ce que je faisais avec mes potes que je saoulais, mais version X avec une IA pour compresser le temps.
Et en fait, ce que je fais, donc c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quand je veux faire un post sur un sujet X ou Y, je vais utiliser l'IA pour lui amener en fait le signal. Donc ça peut être soit un post original. Exemple, le post que j'ai fait sur le wokisme, c'est j'en parlais avec un intellectuel français récemment. On parlait justement de la French Theory et l'émergence de ça, et je trouvais ça intéressant parce que c'est assez dingue de se dire que c'est c'est le marasme post 68 qui a donné la French Theory, qui a armé le wokisme aux États-Unis, et on en arrive là aujourd'hui. Et je trouvais ça marrant. Et en fait, tu vois, je suis arrivé en disant, donc j'ai fait un vocal, bon exemple en fait, pour ce poste-là, je lui ai fait un vocal de à peu près 2-3 minutes où je lui ai dit, en fait, je veux que tu me fasses un post où tu connectes du coup les trois penseurs de la French Theory. Tu décris, tu prends chaque penseur, tu prends chacune de leurs idées, tu les connectes entre elles. Ensuite, tu connectes ça avec la situation actuelle. Et après, je lui rajoute un peu de la matière pour le storytelling, etc., etc. Et du coup, ça me produit un premier draft. Ensuite, je le refine parce que c'est jamais bon du premier coup. Et en fait, j'ai itéré 2-3 fois. Et au bout d'un moment, le post est intéressant. Et je le balance comme ça. Donc en fait, mon conseil sur X, c'est que je pense déjà, soyez optimiste un peu. Je pense que le fait de vendre du pessimisme, et je pense que ça fait des vues, mais ça ne crée aucune valeur. Ça veut dire que la majorité des gens qui me suivent, enfin les subscribers que j'ai sur X, en fait, je pense il faut avoir de la valeur. Et exemple, la valeur, c'est soit vous faites rire les gens, soit vous les éduquez, mais leur vendre de la mort. Et en fait, il y a plein de gens qui surfent là-dessus. Je pense que ça va faire des vues parce que les gens aiment le sang, Ouais. mais ça n'apporte aucune valeur. Donc, mon premier conseil, c'est soyez optimiste. Et après, c'est là où je suis assez, moi, optimiste sur le futur. C'est que je pense qu'on va rentrer dans un monde où chaque personne, parce que pour reprendre les termes d'Elon Musk, je suis assez d'accord avec lui, c'est pas improbable que dans les 5 à 10 ans à venir, si les robots fonctionnent, si Optimus fonctionne, c'est pas impossible qu'en fait on enlève définitivement la labeur qui faisait que le travail était chiant. Et en fait, aujourd'hui, typiquement sur mes journées, moi je suis un ingénieur développeur à la base. Même dans le code, il y avait encore des trucs qui étaient laborieux dans le sens, quand tu as l'idée en tête, tu passes 2 heures à lire une doc, c'est chiant. Là, aujourd'hui, avec les coding agents, euh, toutes mes journées ne sont que signal parce que je me concentre uniquement sur un truc qui est le fait de faire des choses. Et pas donc dans les idées sur comment elles sont connectées, le produit qu'on veut faire, etc., etc. Et du coup, toutes les parties chiantes, tu les enlèves. Et je pense que l'humain, fondamentalement, s'épanouit beaucoup plus dans la création et les choix de quelque chose qui fonctionne plutôt que dans le travail répétitif, automatisé. Je pense que l'humain, c'est pour ça qu'il y a des burn-out tu prends l'invention des bullshit Ouais. jobs dans les grands groupes, c'est pour ça en fait. Et tous ces jobs-là vont disparaître. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, prendre l'IA, comprendre déjà l'outil. Parce que ce que je vois, c'est que les gens ne prennent pas l'outil au sérieux. Pour moi, le prendre au sérieux, c'est l'utiliser 2-3 heures par jour, se développer avec, comprendre comment ça fonctionne. Et pour donner une analogie, pour moi, en fait, les LLM, c'est une guitare qu'on a inventée il y a 3 ans et demi. Et en fait, si tu as envie de bien jouer de la guitare, il faut jouer de la guitare. Et je pense que c'est sans fin. Ça veut dire que mon utilisation de l'IA aujourd'hui, et j'ai des résultats sur X, parce qu'en fait, ça fait 3 ans que j'utilise l'IA 10 heures par jour, et que je pense que c'est sans fin. Je pense que je vais continuer à progresser, et je ne sais pas c'est quoi la limite. Donc, mon conseil, c'est oui, soyez un peu optimiste. Évidemment, on peut dénoncer le bordel ambiant, et c'est fun, mais je pense qu'il ne faut pas faire toute sa ligne éditoriale là-dessus, quoi. C'est pas notre cas d'ailleurs, puisqu'on essaye d'en rire justement du bordel ambiant, enfin la petite politique française, mais globalement on regarde le monde changer. C'est pour ça que le média s'appelle Le Monde Moderne d'ailleurs, et j'ai l'impression que ça fonctionne, hein, puisque on fait les 2, hein, on essaye de faire réfléchir et faire rire. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors sur le principe de la French Theory, il y a quand même quelque chose moi qui m'a titillé, c'est de dire Foucault était quand même un grand dénonciateur de ce qui arrive, c'est-à-dire la société panoptique, hein, la surveillance à 360 degrés, etc.
etc. Et puis de l'autre côté, on a Palantir avec Alex Karp qui est très content d'avoir des portraits de Foucault dans son bureau pour dire tiens, regarde, on l'a fait la société panoptique et on a gagné. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te gêne dans le manifeste de Palantir sur la Tech République, de dire que la démocratie, finalement, on n'a pas vraiment essayé, mais ça sert à rien. On peut aller beaucoup plus vite maintenant et faire des choses encore mieux. Comment tu as pris ce manifeste de Palantir et le bouquin qu'il y a derrière, bien sûr. C'est pas que les 20 points du manifeste. Je pense que pour avoir la bonne grille de lecture pour le manifeste de Palantir, il faut remonter à Peter Thiel. Et qui est Peter Thiel? Donc Peter Thiel, pour le contexte, c'est le cofondateur de Elon Musk fin des années 90 avec PayPal. Donc ils ont fait PayPal. Donc c'était la fusion de PayPal et X. Et c'est mine de rien, quand tu regardes les interviews de Peter Thiel dans les années 90, il avait déjà compris le wokisme et la dérive progressiste. Et ce qui est intéressant, c'est il était déjà en opposition à Stanford à l'époque. Et son mentor, c'était René Girard. Et il a fait toute sa thèse, le software, le logiciel intellectuel de Peter Thiel, c'est c'est les thèses de René Girard sur le bouc émissaire et le désir mimétique. Et il a même écrit un bouquin qui s'appelle Zero to One où il dit comment construire des startups. Et il a plein de thèses extrêmement intéressantes, notamment sur son rapport au monopole. Il explique qu'en fait, on devrait, dans le privé, pas dans le public, on devrait promouvoir les monopoles parce que c'est qu'en créant des monopoles comme Google, comme Facebook, etc., qu'on peut réellement innover et qu'on fait avancer la société. Si vous n'êtes pas dans la recherche du monopole, vous êtes dans la recherche mimétique et en fait, vous allez faire la compétition avec d'autres boîtes et en fait, les marches s'effondrent et vous êtes incapable d'innover. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est le modèle européen, la concurrence libre et non faussée, mais faussée totalement, qui empêche les monopoles. Et on voit où on en est. Exactement. Et du coup, ce qui est intéressant avec Peter Thiel, c'est que la ligne de Peter Thiel, ça reste un libertarien convaincu. Et pour moi, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre. Donc, Peter Thiel, depuis quelques années, développe la thèse de l'antéchrist. Et la thèse de l'antéchrist, pour lui, l'antéchrist, je vous conseille une interview qui date d'octobre où il parle de l'antéchrist. Et pour lui, dans sa tête, l'antéchrist, c'est le bureaucrate. Et en fait, pourquoi il dit ça? Donc sa thèse, c'est dans les années 70, on nous avait vendu les voitures volantes et on a eu TikTok. Et en fait, si tu prends les courbes des différentes technologies, que ce soit l'éducation, l'immobilier, la santé, etc., il ne reste que la technologie et le digital où tu peux réellement innover. Et c'est pour ça qu'en fait, ces 20-30 dernières années, il n'existe que des boîtes qui valent maintenant plusieurs trillions, c'est que dans la technologie, parce que tous les autres secteurs, la santé, l'immobilier, etc., il suffit de regarder Paris, pourquoi on n'arrive plus à innover? Sa thèse, c'est que les bureaucrates ont gagné et que, en fait, l'antéchrist dans sa tête, c'est si demain, la bureaucratie finit par complètement gagner et s'accapare de la tech, et en fait, ce qui est intéressant à regarder, c'est tu as une vidéo de Marc Andreessen, qui est le mec qui a créé les premiers navigateurs dans les années 90, qui était Netscape. C'était un démocrate convaincu jusqu'à la dernière élection de Trump. Et en fait, ce qui l'a fait swapper, mais la majorité des entrepreneurs de la Silicon Valley étaient plutôt sur une ligne démocrate ces 20 dernières années. Et ils ont tous switché sur une ligne républicaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont tous rendus compte que les démocrates aux États-Unis incarnent la bureaucratie et le contrôle, et qu'en fait, c'est un meeting à la Maison-Blanche, notamment sur l'intelligence artificielle, où l'administration Biden lui fait comprendre en substance que ça ne sert à rien de financer des startups dans l'IA. L'IA va devenir un monopole d'État et ils vont classifier les papiers de recherche comme ils l'ont fait sur le nucléaire. Et en fait, le truc, c'est que si demain, la bureaucratie gagne la guerre sur la tech, la thèse de Peter Thiel, et moi c'est ma lecture aussi, c'est que le monde devient un jeu, il resterait la Chine, mais l'Occident devient un jeu à somme nulle. Et en fait, je pense que quand les jeux deviennent des jeux à somme nulle, dans l'histoire, c'est là qu'on se fait les guerres, et vu qu'il y a l'arme nucléaire, ça pourrait être game over pour l'humanité, en fait. Et tu vois, c'est pour ça que
la lecture de Palantir, je pense qu'il joue à un jeu très dangereux, etc., etc. C'est vrai que ça peut faire peur, mais fondamentalement, quand tu reviens à la racine de la pensée petertilienne, ça reste des libertariennes et c'est des gens qui sont intéressés par le fait de se dépasser. Avec tout le lot de problèmes que ça peut émerger. Et du coup, Milton Friedman en parle beaucoup, par exemple. Je sais qu'il y a une interview qui m'avait marqué où il parle de la FDA et il discute avec un journaliste par exemple, de la régulation sur les médicaments. Et le journaliste lui dit, mais on ne peut pas être contre la régulation pour les médicaments. Et Milton Friedman, donc prix Nobel d'économie, lui dit si. Parce qu'en gros, il prend un use case d'un médicament qui avait été interdit aux US, qui avait été accepté en Europe, qui avait tué des fœtus. Et il dit on ne peut pas être contre ça. Et il dit si, parce qu'en fait, si vous dézoomez et que vous prenez l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble de la création de valeur, le fait de bloquer certaines choses, en fait, vous avez un coup d'opportunité, c'est qu'il y a plein d'autres médicaments qui pourraient résoudre Alzheimer, Parkinson. En fait, on les a pas parce que à vouloir protéger les gens, tout est bloqué, tout prend du temps, et du coup, on n'arrive pas à innover. Et moi, ma lecture de Peter Thiel et même Alex Karp est sur cette ligne-là, c'est comment on sort de ce système-là, et je pense que c'est leur objectif. Après, l'agenda politique derrière ça, je pense que c'est... Tu vois, moi, personnellement, je viens pas des élites, et j'ai eu la chance de rencontrer des milliardaires, du coup me connecter avec Elon Musk. J'en arrive à la... Je pense qu'il y a l'inertie des systèmes, mais ma vision de tout ça, c'est que c'est un joyeux bordel, c'est qu'il n'y a pas réellement de pilote dans l'avion, que tu vois, Ray Diallo en parle beaucoup de ça. C'est quand tu parles avec les politiques, tu te dis, mais tu vois, les théories de se dire il y a 20 mecs qui décident de l'avenir du monde, je pense que oui, tu as des gens qui ont des agendas, mais en fait, pour moi, on avance à vue et c'est le bordel, tu vois. Et c'est conflictuel surtout parce que les agendas sont pas tous les mêmes d'abord, et chacun a sa vision des choses. Mais c'est vrai, il y a ça sur Palantir. En gros, ce que tu es en train de dire, ce serait un cheval de Troie pour empêcher l'État d'être trop fort et justement prendre toutes les fonctions étatiques et les dire écoutez, on va les faire. Vaut mieux que ce soit nous plutôt que des fonctionnaires qui s'occupent de ça. En gros, c'est un peu ça la mentalité de Peter Thiel. Parce qu'ils ont énormément de contrats d'État sur la surveillance intérieure, sur l'IA militaire, etc. Je pense que je fais beaucoup plus confiance à un entrepreneur qu'à un État. J'ai un réflexe quasiment. Je pense que même sur le nucléaire, il y a quelqu'un qui m'avait rétorqué ça sur le nucléaire. Et quand tu regardes la data, je pense que si demain on confiait le nucléaire au privé et que le CEO risque la tôle s'il fait de la merde, je pense qu'on aurait des centrales nucléaires plus safe. Ouais. Et du coup, ma ligne là-dessus, c'est que je pense que pareil, en fait, tout le monde avance à vue là-dessus. Effectivement, je pense que c'est problématique sur des sujets de souveraineté. Mais je pense que aujourd'hui, si on considère l'Occident comme un bloc, évidemment, un bloc qui, à l'intérieur, avec des intérêts qui peuvent être désalignés, si on se dit que la vraie guerre, c'est Occident versus Chine, et que parce qu'en fait, le pari Peter Thiel, il est venu, là, il a fait une conférence devant les académiciens récemment, et justement, il expliquait en substance, là, vous êtes trop dépendant, c'est 90% du parc, entre 80 et 90% du parc français et européen, c'est AWS, Azure, Google Cloud. En fait, si on devait changer ça, ça prendrait 10-15 ans, je pense. Donc le sujet, c'est est-ce que, en tant qu'Européens, si on raisonne en théorie des jeux, est-ce qu'on peut se permettre de retrouver cette souveraineté-là, malgré le fait que je pense que c'est un problème. Mais tu vois, tu retournes le truc dans tous les sens. Si on considère que en fait, l'Occident, les États-Unis et l'Europe, normalement, pour moi, devraient faire un seul bloc avec des cultures différentes. Et pour moi, je suis pour le respect des cultures, mais il y a un bloc quand même occidental. Je me demande si justement l'objectif final Peter Thielien et de Palantir, c'est pas d'essayer de revenir à une forme d'Occident qui fonctionne.
Je suis Ah, peut-être c'est naïf, tous hein, les mais messages de l'administration Trump, J.D. Vance, mmh, à Munich, expliquant: «Vous faites n'importe quoi, mais on a besoin de l'Europe pour que ça marche, donc mmh. faites attention à ce que vous faites». Mais sur la Chine, pourquoi en faire un ennemi? Parce que finalement, le modèle chinois, c'est l'alliance de la technocratie et des ingénieurs qui fonctionne. On peut pas dire que c'est un échec, le modèle chinois. C'est incroyable ce que la Chine a fait en une cinquantaine d'années, et c'est que le début. Donc pourquoi en faire un ennemi? Je comprends pas. Je je pense que c'est pas, je suis d'accord, j'ai pas cette vision, qui consiste à penser que la Chine va vouloir coloniser. Je pense pas que c'est dans leur culture. Le sujet, c'est, moi, mon interprétation, c'est que les Chinois sont très, très forts aujourd'hui pour créer des systèmes. Je pense qu'ils sont en train de nous dépasser, dans la création de systèmes qui fonctionnent. Mmh. Par contre, il y a un truc que les Chinois n'ont pas et je pense que l'Occident incarne ça, c'est le rapport à la culture et le fait de pousser la culture, à son maximum. Je vais te citer une interview d'Alexandre Astier qui m'avait, marqué là-dessus. Il parle de la musique chinoise. Il dit: «En Occident, en fait, vu que je pense qu'on a basé notre civilisation, la civilisation occidentale est quand même basée sur la liberté individuelle, et quand tu as la liberté individuelle, tu as la liberté aussi de remettre, en question le statu quo musical, et cetera, et cetera». Et ma thèse, c'est que je préfère que l'Occident, pas dans une logique de guerre, mais la question c'est est-ce qu'on veut continuer à jouer? Et si on veut continuer à jouer et qu'on veut que l'Occident ne s'effondre pas, je pense qu'il faut continuer à jouer et que pourrait se créer une compétition saine. Donc ne pas spécialement. En fait, moi je vois, j'ai fait un post hier. Moi je vois la vie comme un jeu vidéo, tu vois. Et c'est pas Mmh. notre ennemi à détruire. Pas du tout. J'adore la culture chinoise. Je suis très respectueux de ce qu'ils font. Typiquement sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, Mmh. sans les Chinois, on n'a pas l'open source. Par Oui. contre, pour moi, il faut retrouver un peu la fierté occidentale qu'on a perdue pour jouer au jeu. Et c'est ça mon sujet. Donc, c'est pas un ennemi dans le sens ennemi à abattre, c'est plutôt ennemi compétitif. Et que, en fait, on pourrait voir le bloc occidental et le bloc chinois comme deux sportifs. L'affrontement, c'est pas un affrontement de territoire, mais plutôt de technologie et de dépassement de soi. Mmh. Bah, ça reste à voir, mais c'est vrai qu'on a l'impression que nous, les technocrates, importent la société de surveillance, chinoise, mais pas le reste, enfin, et que les entrepreneurs aimeraient, avoir, par contre, l'appui étatique, au bon moment pour, réussir à faire ces fameux monopoles, hein, puisque c'est le cas. La Chine, c'est un pays de monopole en réalité, Mm. donc on est vraiment, encore une fois, dans le trou de l'histoire. C'est particulier, hein, ce qui se passe en Europe quand même. Mm. Surtout qu'il y a de la place, je pense qu'aujourd'hui avec l'IA, moi ma thèse c'est que les sociétés qu'on appelle dans la tech les catégories players, donc les catégories players c'est vraiment les sociétés qui redéfinissent une industrie. C'est Mmh. Spotify, c'est Google, c'est Facebook, etc. etc. Et cetera. Et que en fait, tout le monde pense que OpenAI, Anthropic sont les nouveaux catégories players. Moi, ma thèse là-dessus, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, là, on est encore en train de développer une technologie qui n'est pas mature. C'est que les LLM commencent à toucher du doigt quelque chose qui commence à être parfait, donc qui va se rapprocher des 99% de fiabilité. Euh, sur l'image, on y est, tu vois, tu utilises les modèles d'image sur ChatGPT, ça commence à être difficile de faire mieux, donc tu peux toujours Mmh. rendre ça plus rapide, moins cher, etc., etc. Mais la sortie, au bout d'un moment, si tu demandes de générer une image que tu as en tête et que ça génère parfaitement l'image, tu vas plus pouvoir améliorer le système. Et en fait, ma thèse, c'est que on est en train j'avais écrit un article dans l'Atlantico. Euh, les VC, donc l'investissement des startups, ont financé la R&D des big tech, que, en fait, les modèles, il n'y a pas de valeur à aller chercher dans les modèles. Pour reprendre une phrase de Mark Andreessen qui avait dit il y a 2-3 ans, c'est pas impossible qu'en fait, les modèles d'intelligence artificielle soient une course vers le coût de l'énergie. Et si c'est une Ouais. course vers le coût de l'énergie, c'est un play d'infrastructure. Et si c'est de l'infrastructure, il n'y a pas de marge à faire dans l'infrastructure. Enfin, c'est un play de volume, mais les marges sont ridicules. C'est comme de l'électricité ou de l'eau. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, ma thèse, c'est que là, va s'ouvrir, et on commence à voir cette fenêtre s'ouvrir. On va avoir un âge d'or dans les 5-10 ans à venir de la création de nouveaux acteurs. Et effectivement, si la bureaucratie reste telle qu'elle est aujourd'hui en Europe, on va Mmh. louper le coche comme on a loupé le coche sur. Et en fait, il ne faut surtout pas essayer de faire
L'erreur qu'on fait depuis 10 ans, c'est tiens, on a loupé le cloud, faisons un cloud. Je pense que Ouais, c'est trop tard. c'est exactement ce qu'on fait à chaque fois. Il C'est faut créer au-dessus. Ça veut dire ouais. que tu peux. Aujourd'hui, les clouds sont en train de devenir des commodités. La Mmh. question, c'est comment, aujourd'hui, avec l'IA, donc c'est les clouds plus l'intelligence artificielle, c'est comment tu redéfinis les industries. Et il y a plein d'industries à redéfinir. Dans l'audiovisuel, on parlera du cinéma après, mais rien que dans le Ouais. cinéma, aujourd'hui, avec les modèles, tu as plein de trucs à faire. Dans le droit, il y a plein de trucs à faire. Il suffit de regarder comment l'administration fonctionne, il y a tout à réinventer. Enfin, il y a vraiment des sociétés incroyables à créer. Et ça, Mmh. il faut créer des boîtes monopolistiques sur des sujets et effectivement que ce soit l'État, pas en phase d'amorçage. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on a pris le problème à l'envers. En France, on finance des entrepreneurs à faire de la R&D alors que ça devrait être... comment ça fonctionne l'écosystème des startups? C'est tu construis son fonds au tout départ. Donc, tu es entrepreneur, tu construis son fonds. Et après, si tu as suffisamment de traction, tu vas pouvoir aller lever des fonds. Tu vas aller pitcher à Jean-Lard Brochard, par exemple, et tu vas obtenir des fonds et après, tu te développes. Tu as encore très peu de chances de réussir, mais au moins, tu as prouvé à des investisseurs que tu arrivais à convaincre, etc., Tu peux etc. faire quelque chose, ouais. Et une fois que ta boîte marche, c'est ce qu'ils font très très bien aux US. Pour reprendre la phrase de Macron qui a envoyé un petit tacle à Elon Musk récemment sur SpaceX, il disait SpaceX n'aurait pas pu fonctionner dans son état. Je suis d'accord avec lui. Il y a un truc qu'il dit pas là-dedans, c'est que SpaceX a failli se prendre le mur en 2008 et c'est parce que Elon Musk arrive à mettre sa fusée en orbite ou un satellite en orbite qu'il a un contrat avec la NASA. Et en fait, c'est parce qu'il a réussi à faire quelque chose qui fonctionne qu'il obtient le contrat. Et je pense qu'en fait, en France, on devrait faire ça. On devrait, dès qu'on a des champions qui fonctionnent, il y a la commande publique qui se met en route. Et là, on peut faire quelque chose d'intéressant. Mais Vas-y. bah, justement, alors il y a ce succès-là. Toi, tu parlais tout à l'heure d'être optimiste et c'est ce qui nous manque, en France. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la peur qui paralyse beaucoup, parce que, on a l'impression que l'IA va détruire beaucoup d'emplois, qu'on va se retrouver avec une masse d'humains, au chômage dont on ne saura pas quoi faire. D'autant plus que la robotique arrive également pour, prendre les boulots, peu qualifiés. Comment justement on arrive avec, tous ces humains non occupés à faire une société? Est-ce que là, les tech lords, les champions de la Silicon Valley ont des solutions, ou est-ce que c'est un impensé de cette révolution? Il y a beaucoup de débats sur. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a lancé une expérience sur le revenu de base aux US. Euh, Sa vision du monde, moi, je la partage vraiment pas. Il a sorti un blueprint récemment sur comment il voit le futur. Je pense que le revenu de base est un cauchemar politique et toutes les expériences qui ont été mises en œuvre, ça exacerbe tous les côtés négatifs de l'humain. C'est consommation d'alcool, anxiolytique. Et je pense qu'en fait, il faut revenir quasiment à un sujet philosophique, c'est le sens. Je pense que Mmh. quand l'humain n'a pas de sens, tu peux lui filer $1 million. Si le mec n'a pas de sens, il va finir par péter un câble. Et en fait, si on crée une société à deux vitesses où il y a une élite de 10% qui gère le monde et qui se gave dans le mauvais sens du terme, et 90% au revenu de base, qui consomment et qui auraient potentiellement un meilleur niveau de vie qu'aujourd'hui, que je pense qu'on va rentrer dans un monde où en fait il y aura une forme de confort de vie. Là où par exemple le prolo de banlieue aujourd'hui a un meilleur niveau de vie que Louis XIV, je pense que c'est pas impossible que dans 10-15 ans, si la robotique marche bien et que chez toi tu as un Optimus qui peut te faire un service 3 étoiles et cuisiner comme un grand chef, que tout le monde ait un peu un niveau de vie de milliardaire. Le sujet, c'est que la question, c'est si c'est ça, si les gens n'ont pas de sens, et peut-être qu'après, peut-être que le sens sera dans d'autres choses, dans le sport, etc., etc., mais je pense que fondamentalement, ces gens-là devraient penser au sens avant d'essayer de redistribuer. Et sur la redistribution, je pense qu'en fait, je suis assez... je reste optimiste, mais je pense que ce qui va être compliqué, c'est le virage. Et je Oui. pense qu'il faut qu'on crée des mécanismes pour prendre le virage. Et je pense qu'à long terme, c'est pas impossible que Elon Musk dit dans le futur, il y aura plus d'argent. Je pense que tu vois, je suis d'accord avec 99% de ce que dit Elon Musk, mais là-dessus, je pense qu'il a un truc qu'il n'a pas compris sur la nature humaine, c'est le besoin de statut. Oui. Et typiquement, s'il y a un truc, je vais te prendre le cas des jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, tu n'as aucun jeu vidéo plaisant qui fonctionne où tu n'as pas une forme de currency.
Ça peut être des points, ça peut être du gold, ça peut être peu importe. Même les jeux purement créatifs, tu prends Minecraft par exemple, c'est un jeu sandbox où tu construis. Ça a continué à marcher parce que tu as les mecs qui ont créé des modes avec, où tu peux t'affronter, etc., etc. Et je pense que l'argent, à terme, va continuer à exister. Ça n'existera plus sous la forme peut-être actuelle, mais je pense qu'on doit garder un mécanisme de médium pour la compétence. Parce que si il n'y a pas de, si on peut pas se dépasser entre guillemets de manière saine, c'est j'ai fait quelque chose de, ça peut être dans l'art, ça peut être dans le sport, ça peut être dans la Ouais. construction de boîtes, ben on va casser quelque chose qui est profondément humain, c'est le besoin de reconnaissance et le besoin de sens. Et ça, je pense que c'est sain et il faut le garder, quoi. Donc, je pense que oui, effectivement, ça va être sport. Je suis assez optimiste parce que il y a de quoi avoir de l'espoir avec tout ce qui se passe dans l'IA, dans la robotique, même dans la santé. Enfin, vraiment, on est en train d'inventer une technologie qui va faire avancer l'humanité. Mais effectivement, je pense qu'il faut qu'on ait les bons systèmes pour ça. Et moi, ma ligne, c'est que plus il y a de la liberté individuelle dans les systèmes, moins ça va partir en vrille. Ouais, c'est ça. Alors justement, si on prend un exemple concret puisque, Argyle, c'est, sur le cinéma et la création, visuelle, comment, là justement sur les travaux, appliqués, hein, ça se passe dans cette industrie? Parce que ce qu'on voit, c'est hop, immédiatement le premier réflexe, c'est protéger ce qui existe, hein, et éviter que l'IA ne vienne détruire trop rapidement, tous les jobs existants. L'État qui s'immisce, hein, la ministre de la culture à Cannes a fait un discours pour dire que dorénavant, le CNC allait, financer la création humaine, et cetera, et cetera. Et on sent déjà la crispation. Comment toi tu vois les choses, et avec qui tu discutes justement dans ce milieu-là par rapport à ce que va devenir la création visuelle avec l'IA, hein, qu'on est qu'au balbutiement actuellement? Je vais te reprendre ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les gens extrêmement compétents. En fait, ce que j'observe là aujourd'hui, je vais pas citer de nom, mais je parle avec beaucoup de réals. Les réals et les acteurs extrêmement compétents, qui sont en haut de leur truc, ont compris ce qui se passe et sont extrêmement enthousiastes. Je vais te Mmh. citer par exemple Matthew Wakonogwe, qui récemment a dit dans une interview, la technologie est là. Moi, j'ai commencé à digitaliser ma voix. En fait, dans l'histoire, et il y a un mouvement marquant là-dessus, c'est le mouvement des ludites. Ceux qui Oui. essayent de bloquer une technologie finissent très très mal dans l'histoire. Donc les ludites ont fini, ils ont envoyé l'armée, ça s'est fini très très mal. Et du coup, moi, mon conseil là-dessus, c'est, enfin, je pense que, en fait, je comprends les réactions, mais il faut comprendre qu'en fait, la technologie est là et que effectivement, avant, le goulot d'étranglement dans la production vidéo, c'était les coûts de production. J'ai une discussion avec un réal assez coté qui a fait pas mal de films, des comédies musicales, etc., etc. Et il me disait en fait, quand tu fais un film, quand tu fais une œuvre artistique, tu as 3 goulots d'étranglement. Le premier, c'est les acteurs. Si tu veux, Jean Dujardin, il est booké pendant 2 ans. Et du coup, tu passes ton temps à gérer des égos et des divas. Du coup, il me dit c'est insupportable en fait. C'est la garderie. Le deuxième bottleneck, c'est les lieux. Il me dit, bah, en fait, tu veux avoir le Louvre pour tourner une scène, ça met 2 ans, c'est un enfer, il faut faire attention à tout, et ce que je peux comprendre, et c'est normal de protéger, mais du coup, le créatif, il est bloqué. Et le troisième, effectivement, c'est l'argent. En fait, l'IA est en train de faire sauter ces 3 goulets d'étranglement. Et en fait, le réal de génie, son film, quand il veut faire un film, il l'a dans la tête. Mmh. Et ma thèse, c'est que en fait, il y a tout le modèle à réinventer. C'est-à-dire que, donc oui, il y a un truc que j'ai pas parlé, c'est le modèle des IP. Donc des royalties, c'est comment tu crées des business models où l'acteur retrouve, enfin, se fait pas complètement, existe encore et touche une partie du gâteau. Mmh. Ma thèse, c'est qu'il faut réinventer des business models autour de ça et que va émerger, en fait, ce qui a été fait avec Spotify à l'industrie musicale, ça va être fait sur l'industrie audiovisuelle avec tous les travers et tout le bordel qu'on a connu aussi sur Spotify et pareil sur Uber. Enfin, Uber, c'est Travis Kalanick, c'est pendant 10 ans, le mec s'est fait chier à la gueule, il s'est fait même virer de son board. Enfin, aller disrupt un marché, c'est la guerre.
pareil sur Spotify, il y a une série qui est vraiment bien pour comprendre. D'ailleurs, Uber et Spotify, c'est The Playlist. C'est une série sur Netflix. Et le deuxième, c'est Super Pumped. Et si vous voulez comprendre l'histoire de c'est quoi une vraie disruption, faut aller voir cette série-là parce qu'elle est géniale. Et en fait, moi, ma thèse, c'est que, en tout cas, les artistes à qui je parle, le message, c'est que je vous comprends. Les acteurs comme nous, on n'est pas là pour détruire votre job, on est là pour faire grossir le gâteau. Et en fait, ma thèse, c'est que quand on va prendre le virage, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, avant, pour faire un Marvel, il te fallait entre 100 et 1 million et 1 milliard de dollars. C'est à peu près ça. On passe de ça à faire un film de qualité Marvel, ça va coûter entre 1000 et 100 000 euros, et encore. Parce qu'il y aura quand même du craft, parce qu'il faut itérer, etc., mais le coût de tournage aujourd'hui, même avec les modèles comme Seedance, tu arrives à tourner des scènes qui t'auraient coûté 100 000 euros, tu les fais, ça te coûte 3 $. Donc, en fait, les coûts de production vont tomber à quasiment zéro. Et une fois qu'ils tombent à quasiment zéro, on a deux choix. C'est soit effectivement on bloque, et ça ne se passera pas. Et s'ils bloquent, ce ne sera pas bloqué dans certains pays. Et vu que Internet est mondial, en fait, vous ne pourrez pas... ce sera juste impossible d'être en compétition. Soit on se dit, on essaye de prendre le virage. Et en fait, le modèle des IP, la question, c'est comment, dans le futur, n'importe qui est créatif, qui est génial, et je ne suis pas naïf, je pense qu'il y a 1% des gens qui peuvent être vraiment géniaux sur des domaines du cinéma, et on n'est pas qui veut Christopher Nolan. Par contre, on va rentrer dans un monde où le Christopher Nolan de demain sera peut-être un gamin dans sa chambre qui va mettre 1 an et demi à faire un truc et qui va nous sortir des mangas, en fait. Et ça, là-dedans, dans cette équation-là, les IP ont encore du sens. Parce que si tu veux faire un film marrant, par exemple, tu vois, avoir la capacité de prendre la propriété intellectuelle je sais pas, de n'importe quel acteur français, et du coup de le mettre en scène comme si tu le castais, c'est intéressant. Et le sujet là-dedans, c'est comment on va créer des écosystèmes pour permettre ça. Et évidemment, comme dans toute disruption, tu vas avoir ça va être bordélique, ça va être chaotique, il va y avoir des pleurs, il va y avoir... Et ce qui s'est passé, en fait, il suffit de regarder ce qui s'est passé sur Uber, ce qui s'est passé sur Spotify, on va avoir exactement la même chose sur le cinéma. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais je pense qu'à la fin, ce sera un net positif parce que juste les œuvres seront plus qualitatives. Pour moi, c'est plutôt Là, on parle beaucoup de AI slop sur la vidéo. Pourquoi ? Parce que la technologie n'est pas encore au point. Une fois que la technologie est au point, quelqu'un qui a du goût, quelqu'un qui met du temps et qui passe énormément de temps, pas à prompter tu vois ce que je fais sur Twitter avec mon compte, imagine-le version film. Ça veut dire que tu crées chaque personnage avec l'IA, tu stockes les costumes, tu stockes les lieux. En fait, tout le processus que tu ferais dans la vie réelle, tu le fais avec de l'IA. Et après, comme un réal, tu viens faire la scène 1, ok, ça c'est bon, tatatak. Si la sortie en termes de qualité de film, et on commence à y être, nous, sur Seedance, vraiment, je pourrais te faire une démo si tu veux. Ouais. La vidéo que tu sors, il n'y a plus aucune forme de différence entre aller en studio et utiliser l'IA. Donc en fait, quand tu regardes le coût de production vidéo, en fait, le moindre studio, c'est 300 balles pour le louer une demi-heure. La moindre caméra, ça coûte 10 000 $, etc. Mais il n'y a aucun monde où la production vidéo telle qu'elle fonctionne aujourd'hui continue. Et ça, c'est dur à entendre. Il y a des industries qui vont collapser, mais je pense que c'est fondamentalement une destruction créative à la Schumpeter. Et du coup, une fois que le virage a pris, le gâteau de l'audiovisuel pourrait être 10 fois, 100 fois plus gros. Parce que je te donne un exemple tout bête. Si demain, tu as la capacité pour ton business d'utiliser l'image de Brad Pitt pour promouvoir ton business, en fait, Brad Pitt, il va gagner 100 fois plus parce que tu auras plein de mecs qui vont utiliser le truc. Et un peu comme sur YouTube, il y a une vraie compétition saine entre les créateurs de contenu. Ce qui s'est passé, en fait, le monde du cinéma va devenir un game de créateurs de contenu.
Mais d'ailleurs, on le voit à Cannes, hein, il y a un mélange des genres, Thibaut Inchep a monté les marches, il y avait Aurore Berger, on se demande ce qu'elle foutait là, mais ça commence déjà à être pas seulement l'écrin, hein, qui préserve ces stars internationales et cetera. On sent déjà que c'est en train de bouger, mais est-ce qu'il y a pas un problème après de justement, c'est la fin du star system finalement? Parce que tu parles d'un Brad Pitt, mais c'est peut-être les dernières stars qu'on a aujourd'hui et après on aura simplement, des silhouettes, des acteurs qui n'existeront pas, des choses qui font que tout ce système-là, comme tu le dis, c'est collapse. Et il y a quand même des intérêts énormes derrière, que ce soit les studios, que ce soit les syndicats qui sont très forts aux États-Unis, hein, syndicats d'acteurs et autres, qui vont se battre, j'imagine, contre l'IA. Et là, je parle même pas de la France et du régime des intermittents du spectacle, hein. Je parle vraiment des syndicats à Hollywood. C'est sûr que ça va être, enfin, Hollywood, c'est l'industrie la plus puissante du monde, ça va être sanglant. Mais je me pose, enfin, si on se fait une projection, je sais pas si, prenons la musique, par exemple. La musique aujourd'hui, les coûts de production musicale, ça vaut plus rien. Avec un MacBook, tu peux réussir à faire un truc. Bon, les instruments coûtent cher, mais c'est pas comme Hollywood. Tu as encore des stars et des mecs qui émergent. Et moi, ma thèse sur l'avenir du contenu, c'est que oui, tout le monde va utiliser l'IA, mais que une œuvre artistique, ça reste raconter une histoire. Et je pense qu'en Mmh. fait, un peu comme Daft Punk, tu vois, il y a un peu le côté, les mecs sont inconnus, t'as tout un lore autour de ça. Je pense qu'en Ouais. fait, les mecs qui vont créer même des musiques, en fait, un peu comme un grand chef dans une cuisine, c'est plus lui qui cuisine, mais il a mis son nom dessus. Moi, je crois beaucoup au personal brand et au fait de devenir une ref avec un storytelling où tu racontes la bonne histoire. Et les stars, ce seront ceux qui seront les bons storytellers et qui arriveront à connecter Mmh. tout ça et Mmh. qui raconteront la bonne histoire. Et tu vois, j'adore, moi, je suis passionné de l'histoire de Steve Jobs. Et Steve Jobs disait les storytellers sont les maîtres du monde. Et c'est vrai que tout est storytelling. Les nations, c'est du storytelling. La monnaie, c'est du storytelling. Et qu'en fait, on va revenir, la compétence à développer, c'est le storytelling. Et le storytelling, c'est un peu la compétence qui connecte à toutes les autres compétences. Et quand tu es un bon storyteller, bah, faut être bon pour choisir les bons costumes, choisir machin. Et je pense qu'en fait, tout le monde pourra faire ça. Et donc, c'est pas impossible que le concept de star existera encore là-dedans. Mmh. Ce sera radicalement différent de ce qui existe aujourd'hui, mais je pense que ce sera plus intéressant. Il n'y aura plus de gatekeeping, en fait. Il n'y aura plus Oui, c'est ça. de position dominante parce que j'ai accès à du capital, truc comme ça. Ouais. Comme C'est sur vraiment YouTube. la même révolution que dans la musique, ce qu'on a Ouais. vu, ces dernières années, hein. C'est ça qui risque d'arriver et on va le voir aussi dans les médias, hein. Je pense que c'est quelque chose, qui est inéluctable. Mm. Voilà, on est déjà enfin, moi, ce que je fais avec, des petits moyens, on arrive à avoir une audience qu'on n'aurait jamais eue. On n'aurait pas pu faire un home studio comme on le fait aujourd'hui. Enfin, tout a beaucoup changé et l'IA nous permet aussi de gagner du temps, en recherche, en compilation, en plein de choses. Donc, c'est vrai que je suis assez optimiste, sur ce qui se passe avec la question quand même évidemment du virage, hein, comme tu le dis pudiquement, poliment, c'est-à-dire que la portière va s'ouvrir et il y a des mecs qui vont se retrouver sur le bord de la route, quoi. C'est un peu ça le problème, et à savoir qui et comment et quels seront les moyens d'éviter un massacre. Ça, personne n'a vraiment la réponse. Est-ce que tu penses que ça peut être rapide et la société va s'adapter rapidement, ou est-ce que tu vois des difficultés à plusieurs étages, notamment la question du politique, hein. On en parlait en début d'entretien, mais c'est vrai que la compétition qu'il va y avoir entre les États centralisateurs et les big tech qui n'en ont rien à faire des frontières et qui ont compris qu'il fallait aller beaucoup plus vite. On le voit avec le débat sur la liberté d'expression, hein, qui est pas du tout la même aux États-Unis et en Europe. Et il y a un mur d'incompréhension qui se fait. Là, ça pourrait être un vrai problème. Du coup, la classe politique qui n'a jamais été très productive et qui va devenir extrêmement contre-productive. Bah, moi, ce qui m'inquiète avec les politiques, c'est à part deux, trois, ils sont tous aux fraises pour la simple et bonne raison qu'ils ne s'y intéressent pas. Et Mmh. je trouve ça extrêmement dangereux parce que Ah oui. littéralement, la manière dont fonctionnent nos systèmes étatiques, il y a tout à réinventer avec l'IA. Vraiment, on peut créer des systèmes qui sont beaucoup plus justes, beaucoup plus transparents, beaucoup plus optimisés. Il y a une phrase de Jeff Bezos qui m'avait marqué.
et on sous-estime les impacts que ça pourra avoir. Il parlait de avoir un permis de construire. Il dit avoir un permis de construire pour faire un immeuble à Miami, c'est 3 à 6 mois. Ouais. C'est déjà moins qu'en France, mais c'est 3 à 6 mois. Et il dit, en fait, ce qui est génial avec l'IA, c'est que une fois que on aura débureaucratisé le fait d'obtenir un permis de construire, c'est que tu vas arriver avec ton dossier, et en fait, l'IA va te répondre direct, non. Tu reviens une demi-heure après, non. Tu reviens une demi-heure après, oui, tu l'as. Et du coup, tu passes de 3 mois à potentiellement quelques heures. Ce qui fait que, une fois que tu enlèves la bureaucratie, tu as des effets composés où c'est difficile à se projeter, c'est que tu as plus de commandes, ça fait Ouais. plus de jobs pour des plombiers, ça fait plus de jobs pour des charpentiers, et le truc s'accélère. Et je pense qu'en fait, les pays qui ne vont pas débureaucratiser leur système vont se retrouver. En fait, il va y avoir un décalage tellement abyssal que au bout d'un moment, la pression sera trop forte. Tu vois, il existe déjà ce décalage. Tu vas en Suisse, les écarts de salaire, tu vas me dire, machin. Mais imagine ça puissance 10, en fait. Et on voit en salaire, là, le salaire moyen, c'est 20 000 euros. Et en France, c'est le SMIC. Alors, je vois pas dans quel monde il n'y a pas. Les gens ne pètent pas un câble. Et de toute façon, ce serait pas soutenable. Donc, je pense que les systèmes rigides sont déjà en échec et mat. Ils ne le savent pas, mais ils sont déjà en échec et mat. La question, c'est à partir de quand, ça va shifter. Mais en tout cas, c'est le sens de l'histoire. Je pense qu'on est arrivé au bout d'un système étatique et socialiste qui a montré sa dysfonction ces 40-50 dernières années, et que là, on est à l'aube de quelque chose de nouveau. Il y a des risques, mais en tout cas, je suis plus optimiste que la situation actuelle. Bon, en tout cas, c'était passionnant, Brivael. Merci beaucoup, hein. Je rappelle, Brivael, fondateur d'Argyle, et qui a cassé X. Il vous a expliqué d'ailleurs un peu comment faire pour avoir Elon Musk qui s'abonne à votre compte si vous le souhaitez. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'il y a une vraie éducation populaire à faire sur ce qu'est aujourd'hui l'intelligence artificielle, la révolution que ça implique, la réalité de l'outil par rapport au fantasme. Et je vais essayer d'inviter des voix comme toi qui comptent et qui savent de quoi elles parlent parce que malheureusement, on a beaucoup de charlatans sur ces dossiers-là qui racontent un peu n'importe quoi pour faire peur, comme tu le disais, alors qu'en réalité, c'est vraiment une opportunité et un outil exceptionnel. Merci beaucoup, Brivael. Merci à tous. Et puis, soutenez la presse indépendante. Vous pouvez vous abonner au Monde Moderne, mettre un pouce sous la vidéo, la partager et puis aller voir le compte X de Brivael, évidemment, qui sera en description. Merci beaucoup. À bientôt.